Bonjour à toutes et à tous. L'obésité implique pour les patients concernés de multiples défis. Faire face aux conséquences de ce surpoids pour leur santé, surmonter le jugement des autres, ainsi qu'un certain nombre de contre-vérités au sujet de leur état. Au cours de l'émission, nous allons parler des risques associés à cet excès de masse grasse pour le cœur, les articulations, des répercussions en termes de santé respiratoire, parfois aussi de fertilité. Parler de l'obésité, c'est évoquer des prises en charge au pluriel, en fonction du parcours, des possibilités, de ce que décide ensemble le patient et l'équipe soignante. Et aborder la question de l'obésité, c'est aussi s'arrêter sur le regard que porte la société sur les personnes en surpoids. D'un côté, normative et restrictive, à quoi faut-il ressembler? Quelle est l'image, la morphologie désirable et idéale? Et de l'autre, l'incitation à la consommation sucrée, salée, ultra transformée. L'obésité est une maladie et ce n'est pas le résultat d'une faiblesse que la seule volonté pourrait corriger. L'éventail des traitements de l'obésité s'est élargi récemment à de nouveaux médicaments qui s'ajoutent aux conseils hygiéno-diététiques indispensables, dans certains cas au recours à la chirurgie. Nous évoquerons également ces questions avec vos témoignages, puisque comme chaque jour, vous pouvez nous joindre et échanger avec des spécialistes. Et notre numéro WhatsApp pour poser vos questions, c'est le 33 7 61 18 46 41. À votre écoute, le professeur Sébastien Tchernikov. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef du service de nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à PHP à Paris, professeur en nutrition à l'université Paris-Cité. Votre dernier livre à paraître en avril 2026 s'intitule Arthrose, arthrite, je me soigne en cuisinant. Vous l'avez co-signé avec le professeur Jérémy Selam, le chef Sébastien Richard. Il est publié aux éditions Solar. Priorité Santé, l'émission qui met votre bien-être au cœur des discussions. Et la santé, si on a parlé. Et quand on parle de l'obésité, bien forcément, on aborde de multiples sujets, on définit la maladie et on lutte aussi contre un certain nombre de préjugés. Professeur Sébastien Tchernikov, d'un côté, on parle des risques pour la santé générale, en même temps, il y a la lutte contre la stigmatisation. Est-ce que ça veut dire que quand on est médecin de l'obésité, il faut peser chacun de nos mots où on parle comme pour n'importe quelle maladie, n'importe quel patient? Oui, merci de votre question. Elle est complètement pertinente dans la mesure où, finalement, les patients, quand on fait des enquêtes auprès des médecins ou auprès des patients, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que les patients ne comprennent pas pourquoi on ne parle pas de leur poids, comme si, finalement, les médecins ne se préoccupaient pas de ce sujet ou n'osaient pas en parler. Et du côté des médecins, le message, c'est oui, je suis un peu gêné, je sais pas trop comment aborder le sujet du poids, j'ai peur que mon patient soit gêné. Donc en fait, il n'y a pas que le poids, regardez, depuis le début de l'émission, j'ai pas dit un mot, j'ai pas dit le mot gros. Le mot gros, on ne le dit plus. Est-ce qu'avant, quand on était médecin de l'obésité, on arrivait davantage à prononcer des adjectifs qui décrivent la silhouette, ou d'emblée, c'était quelque chose qui était banni du vocabulaire? Alors, le sujet n'est pas tellement de savoir si c'est banni, le sujet, c'est finalement, ça n'a aucun... Ça ne sert à rien d'un point de vue médical. Ça n'a aucun intérêt. Nous, on s'occupe de patients qui viennent nous voir en consultation parce qu'ils ont un problème de santé. Ils n'arrivent pas en disant, je suis gros. Ils viennent parce que le poids en trop qu'ils ont retentit sur leur santé, des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'apnée du sommeil, toute une série de choses dont on va parler dans l'émission, qui font que les patients sont préoccupés et que ça les gêne dans leur quotidien. Ça peut-être même être simplement de l'essoufflement. Alors ça veut dire justement, quand on définit l'obésité, on parle de quoi? Est-ce que c'est mathématiquement le résultat d'un calcul, celui de l'IMC, ou c'est d'abord la définition de tout on va dire, un spectre, des syndromes, c'est-à-dire toutes ces complications associées à l'obésité? Alors, de manière purement statistique, oui, l'indice de masse corporelle, poids en kilos sur la taille en mètres au carré, est une façon très simple de s'auto-évaluer et de comparer aussi les données épidémiologiques, les chiffres entre les pays. Cependant, à titre individuel, et c'est ce que la Haute Autorité de Santé a changé depuis 2022, c'est une façon de catégoriser, de phénotyper, comme on dit dans le jargon médical, un patient en situation d'obésité
Oui, on dit bien situation d'obésité ou un patient vivant avec une obésité et non pas un patient obèse. Son existence n'est pas définie par le fait d'être obèse. En fait, il y a 7 domaines qui vont aller de la cause de l'obésité, de l'évaluation de son comportement alimentaire, du retentissement fonctionnel. Est-ce qu'il arrive à marcher 100 mètres ou pas? Est-ce qu'il a une origine génétique à son obésité? Et tout ça va nous permettre de classer, de catégoriser l'obésité pour en comprendre un petit peu le retentissement et le niveau de gravité finalement. Et ça nous permet aussi, dans l'organisation telle qu'on l'a sur notre territoire, de savoir vers qui ce patient doit se diriger. Comme on parle d'une maladie chronique qui concerne 18% de la population, donc presque quasiment 10 millions de personnes en France, la question est bien de se dire, le médecin généraliste va pouvoir s'occuper des situations relativement simples d'un surpoids, d'une obésité de faible gravité. Et puis, le médecin spécialiste de ville va s'occuper des patients un petit peu plus compliqués. Et puis ensuite, le niveau 3, c'est-à-dire les centres spécialisés obésité. Il y en a 42 sur tout le territoire français, hexagone ultramarin. Ça nous permet d'organiser la prise en charge pour les patients en plus grande situation d'obésité avec des maladies associées et qui ont besoin d'avoir des recours vraiment un peu plus poussés. Maladies associées, on a une question de Chief en RDC. Il demande s'il y a un lien entre diabète et obésité. On parle dans ces cas-là de complications ou de comorbidité ou ça n'a pas de sens, on s'en fiche finalement? Le sujet finalement n'est pas trop, des définitions. L'œuf ou la poule? Oui, laissons les docteurs et les scientifiques se prendre la tête, comme disent les jeunes, avec ce sujet-là. En fait, la question, c'est comment on organise le dépistage. Est-ce que quand quelqu'un est en surpoids, c'est-à-dire avec un IMC entre 25 et 29,9, ou quand il est en situation d'obésité, c'est-à-dire au-delà de 30, est-ce qu'on doit faire une mesure de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que si je vous le présente de cette façon-là, quand on regarde les patients qui ont un diabète de type 2, l'immense majorité va être en surpoids en situation d'obésité. Quand on regarde les personnes en situation d'obésité, un certain pourcentage, mais c'est pas tous les patients, vont avoir un diabète. Donc c'est 2 maladies très intriquées et qui sont liées à un dysfonctionnement du métabolisme au sens large. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce pourcentage de personnes en situation d'obésité. Il y a une tendance globale planétaire de l'augmentation de l'incidence de ce fort surpoids. Est-ce que pour autant, on observe dans le même temps un accroissement aussi sensible des obésités dites morbides, c'est-à-dire des surpoids très conséquents? Oui, alors l'obésité de grade 3, comme on dit, avec un IMC au-delà de 35, au-delà de 40, a clairement beaucoup augmenté. Ça a été vraiment multiplié sur les 15 dernières années, y compris en France, mais un peu partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, quand on envisage une prise en charge, il y a plusieurs options qui se présentent. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait ce choix de traitement, professeur Tchernikov? Comment est-ce qu'il est déterminé? Alors, le point important, c'est de bien comprendre que les changements de diététique, les changements d'activité physique et d'éventuels troubles du comportement alimentaire, qui sont pas du tout systématiques chez les patients qu'on voit en consultation, mais qui sont malgré tout relativement fréquents, ça reste la base. Vous dites changement diététique, vous dites pas régime, hein? Ah oui, surtout pas les régimes, vous avez raison. Dès qu'on va se priver, on va grossir en fait. C'est vraiment la clé du succès, c'est d'arrêter les régimes, d'arrêter toutes les privations, d'arrêter de suivre des éventuels régimes qui vous poussent vers exclure tel ou tel groupe d'aliments ou de suivre avec des capteurs votre glycémie si vous n'êtes pas diabétique. Tout ça ne sert strictement à rien. À part le stress. Voilà, à part bon gain de stress. Vous stressez, vous provoquez de la restriction qu'on appelle restriction cognitive, c'est-à-dire que votre cerveau va enregistrer une espèce de dette et ça va se terminer par des compulsions alimentaires. Vous allez avoir envie de manger beaucoup et plus à un autre moment. Et ça va devenir incontrôlable. Donc, on oublie tout ça. En revanche, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que dans les essais cliniques qui ont évalué la chirurgie de l'obésité ou les médicaments, dans les deux cas, il y a une prise en charge diététique et d'activité physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on imagine que cette chirurgie ou ces médicaments vont être une solution miracle et isolée et ponctuelle, clairement non, les patients vont se retrouver en situation d'échec. C'est pour ça que quand on envisage la prise en charge de son problème de poids, il faut vraiment visualiser quelque chose sur le très très long cours.
Alors justement, ces nouvelles classes de médicaments recommandées à certaines personnes, on va voir tout de suite un témoignage. RFI à Paris, 89 FM. Ce témoignage, c'est celui de Romain. Il a 31 ans. Depuis 1 an, tous les matins, il s'injecte du liraglutide, médicament de l'obésité. Il raconte comment il est accompagné dans ce processus médical avec notre reporter Raphaël Constant. Quand j'étais petit, j'étais plutôt un garçon rond, comme il en existe plein. Et puis après, avec l'adolescence, je me suis affiné, donc j'étais normal, mince, etc. Et en gros, j'ai repris beaucoup de poids à partir du lycée, surtout après quand j'ai commencé les études supérieures où j'avais pas d'activité physique, j'avais arrêté le sport aussi, donc ça coïncidait avec ça, et je mangeais beaucoup. Donc typiquement, j'ai pas eu de balance pendant facilement 10 ans, parce que le poids était totalement tabou. Très honnêtement, mes parents m'ont poussé à prendre rendez-vous avec un spécialiste, que j'ai fait un peu entrer dans la pâte, parce que toujours cette peur un peu de cacher un problème de santé, etc. Enfin, je commençais à rencontrer un spécialiste il y a 2 ans, et la première consultation que j'ai fait avec le médecin, j'étais à 169 kilos. Je crois qu'au bout de notre deuxième rendez-vous, il m'a parlé d'un fameux médicament anti-obésité dont on commence à entendre parler, mais moi, je m'étais jamais dit que ça pouvait être une solution parce que je voyais ça de très loin et que tout ce qui est santé médicale me fait un peu peur. Et donc, le médecin m'en a parlé en me disant, je pense qu'on peut essayer, ça peut être utile et efficace, et on voit. Et donc, j'ai la chance où ça a quand même plutôt bien marché. Et est-ce que vous avez eu des problèmes de santé liés à votre surpoids ? Non, parce que du coup, avant d'entamer la démarche, on fait ce qu'on appelle une hospitalisation de jour, qui équivaut à une batterie d'examen, et j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas avoir de comorbidité, donc c'est-à-dire de problèmes de santé liés à l'obésité, donc pas de diabète, pas de rien de particulier. C'était juste pour la suite, c'est jamais bon d'être obèse, et même le vrai sujet, c'est sur l'apparence, l'estime de soi. Et alors, vous avez commencé un suivi médical il y a combien de temps ? Donc j'ai commencé un suivi médical en janvier 2025. Donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'avais commencé un peu le sport de façon pas très intense, parce que de toute façon c'est pas très conseillé quand on est dans une forte obésité, mais du coup j'avais commencé à faire du sport, mais sans modifier mon alimentation, ce qui fait que je suis quand même passé de 169 à 157 en 1 an environ. Mais quand j'ai commencé à prendre le traitement, faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça marche, donc j'ai à la fois modifié mon alimentation et fait beaucoup de sport, et j'ai perdu du coup 50 kilos depuis. Et alors, cette prise de traitement, est-ce qu'elle a été associée à une stratégie de soins globale et personnalisée selon votre cas sur le long terme ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu par exemple un accompagnement médical et nutritionnel en particulier ? C'est un médicament avec des doses, et donc on prend petit à petit, donc on commence pas à la plus haute forte dose, donc il m'a juste expliqué la posologie, etc. Puis après il m'a précisé que c'était pas quelque chose de magique, et que si on imaginait perdre des poids en continuant d'être inactif et en mangeant n'importe quoi, juste en prenant ce traitement, ça marchait pas. Mais il n'y a pas eu ce qui faisait un peu à toutes les consultations, c'est-à-dire il rappelle un peu à quoi doit ressembler une assiette acceptable, en disant il faut 1/3 de protéines, 1/3 de légumes, puis donner la documentation qui permet quand même d'aider à faire quelques petites recettes, parce que un des freins c'est quand même la flemme, etc., ou le temps qu'on peut avoir à la cuisine. Donc en gros c'est donc il y a quand même un accompagnement. Et est-ce que ça a été difficile pour vous ? Oui, parce que on se dit typiquement là j'ai pas forcément envie de manger ça, mais il le faut, donc je vais le faire. Donc nos assiettes ont meilleur goût petit à petit, parce qu'au début c'est vraiment de la contrainte, donc on se dit je vais faire ça plus ça, et en fait on réfléchit pas à ce que ça va ensemble, on se dit juste ça c'est du riz, ça c'est des courgettes. On apprend aussi à mieux manger, dans le sens pas manger trop vite, et ça c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup mis en place. J'ai fait beaucoup plus attention à pas simplement ingurgiter rapidement, pour ne serait-ce qu'avoir le sentiment de satiété plus rapidement. En fait, surtout on se dit, si on veut continuer, faut pas que ce soit une contrainte, et donc pour que ce soit moins une contrainte, faut que ce soit meilleur, donc on prend un peu plus de temps, on réfléchit un peu plus aux recettes. C'est sûr que je mangeais très très mal, donc je savais que c'était très facile de faire beaucoup mieux. Donc en fait c'est un peu un déclic psychologique où je me suis dit à partir du moment tu t'y mets, t'achètes des légumes, tu limites les portions, tu fais beaucoup de sport à côté. Et est-ce que justement le risque en arrêtant le traitement, ce serait de reprendre ce poids ? Est-ce que ça vous en avez parlé avec votre médecin ? C'est la crainte que j'ai. Je lui ai effectivement demandé si c'était un traitement à vie, donc il m'a vraiment dit c'est à vous de voir si vous êtes capable de vous réguler sans, etc., si le corps a pris l'habitude. Et j'avoue que moi je suis encore un peu dans l'inconnu, j'ai encore un peu peur, je me sens pas encore capable de m'en passer, même si j'aimerais beaucoup, parce que c'est quand même assez cher. C'est à peu près 300 € par mois quand on prend la plus haute dose, et même si j'aimerais bien un jour donc déjà commencer à diminuer et ensuite arrêter totalement si j'y arrive, quoi. Et Romain, aujourd'hui, avec 1 an de recul, qu'est-ce que ce traitement a changé pour vous ? J'habite au 5e étage chez moi, et de monter les 5 étages
En termes de sensations, c'est tout à fait différent. Je me rappelle aussi avoir été presque ému quand j'ai vu que je pouvais courir. En fait, que je pouvais plus faire. Mais j'ai trouvé l'amour depuis que j'ai perdu du poids. Les vêtements, aller dans un magasin et me dire j'aime bien ce truc-là, et il y a forcément ma taille, donc c'est très agréable. Donc ça change énormément de choses en termes d'estime de soi et donc de petits plaisirs quotidiens. Reportage de Raphaël Constant. Alors, ces nouveaux traitements de l'obésité, vous faites partie, professeur Sébastien Tchernikov, vous êtes coordonnateur du réseau des centres spécialisés. Est-ce qu'il y a eu un avis donné? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a en fait du côté des médecins spécialistes des orientations pour savoir à qui donner, comment donner, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les indications de prescription, elles sont à peu près les mêmes partout dans le monde. C'est-à-dire avoir un IMC un indice de masse corporelle au-delà de 27, avec des facteurs de risque cardiovasculaires, donc du diabète, de l'hypertension, etc. Ou alors être en situation d'obésité, c'est-à-dire un IMC au-delà de 30. Le fait qu'aujourd'hui tous les médecins puissent prescrire ces médicaments, et c'est une bonne chose pour les patients, nécessite de faire en sorte d'aider les médecins non spécialisés en nutrition à s'organiser. Donc le groupe de coordination de tous les centres obésité a réuni plein de collègues médecins et on a fait des recommandations fin novembre qui sont tout à fait accessibles d'ailleurs y compris pour le grand public sur le site obésitefrance.fr. Ces recommandations comprennent notamment un document pour les patients donc qu'on peut télécharger pour essayer de comprendre un peu comment les médicaments fonctionnent. On a fait ces recommandations pour aider les collègues non spécialisés en nutrition à pouvoir les prescrire en insistant sur un point, ces traitements, ils sont pas en première intention, c'est vraiment après des modifications nutritionnelles. Et deuxièmement, c'est des traitements qu'on va prendre pendant des années parce que on est face à une maladie chronique. Et donc, il faut bien changer son comportement alimentaire avant de débuter les traitements. Sinon, effectivement, au moment où on arrête les traitements, il y a un risque de rebond du poids, comme on peut voir après la chirurgie de l'obésité aussi. Alors, ce sont des médicaments. On a vu aux États-Unis un véritable mouvement, phénomène de mode sur ces médicaments. Si moi, j'arrive dans le cabinet d'un généraliste, je ne suis pas en situation d'obésité, et je lui dis, s'il vous plaît, j'aimerais perdre du poids, je n'y arrive pas, j'ai un certain âge, blablabla. Donnez-moi ce médicament. Qu'est-ce que doit dire le médecin? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il faut préciser que ces médicaments, ils coûtent aussi très cher au système de santé en France, qui est un système basé sur la collectivité. Donc, si on prend des médicaments dont on n'a pas besoin et qui coûtent très cher, on va à la ruine collective. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là à un homme, une femme qui se trouve en léger surpoids, qui aimerait perdre du poids, qui en a marre de faire des régimes yo-yo et qui dit, s'il vous plaît, mais docteur, donnez-moi ce médicament? Oui, alors le premier point, c'est que ces médicaments sont aujourd'hui pas pris en charge, donc pas remboursés par l'assurance maladie. Donc c'est à la charge des patients et pas de la collectivité, mais ils vont probablement être remboursés pour une partie des patients en situation d'obésité et on le souhaite parce que c'est un traitement. C'est des traitements qui sont efficaces quand ils sont bien utilisés. Ce que va dire le médecin, c'est que ces traitements, c'est des traitements de deuxième intention après changement du comportement alimentaire et reprise de l'activité physique. Et en cas d'échec, au bout de plusieurs mois, si c'est une première prise en charge, eh bien, ces traitements pourraient être proposés aux patients. Donc ça va pas être des traitements de première intention, sauf pour les patients, et ça c'est bien indiqué dans les recommandations, qui ont une obésité vraiment très importante, avec un retentissement fonctionnel important. Et à ce moment-là, dans les centres spécialisés, on pourra être amené, puisque nous, on voit des patients qui ont des parcours de vie d'obésité vraiment importants. Alors, on va poursuivre notre échange, professeur Tchernikov. On va donner la parole à l'un de vos confrères du Togo, aussi parler avec les auditeurs. On va se retrouver après Jazz World, Mawu Tukutela, JCJ avec Ouzizwa Kanjan sur RFI.
Priorité santé sur RFI, journée mondiale de l'obésité, avec nous, professeur Sébastien Tchernikov, chef du service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On part tout de suite pour le Gabon avec Alain, qu'on retrouve en ligne de Libreville. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 53 ans, Alain. Depuis quand, on va dire, est-ce qu'il y a une période particulière où vous avez remarqué que vous aviez une très très forte prise de poids ? Oui, tout à fait. Tout est parti du moment où j'avais perdu ma maman. Oui. Donc, quand j'ai perdu ma maman, j'ai eu à faire une très grosse dépression. Et puis, j'ai dû me déplacer du Cameroun pour le Gabon, où je vis en ce moment. Et les habitudes alimentaires n'étaient pas les mêmes. Donc, lorsque je suis arrivé au Gabon, j'ai constaté, disons que je n'avais pas conscience du gras que je consommais dans les aliments. Et en particulier le poulet, puisque c'est la principale protéine que nous avons ici. Donc, je ne faisais pas attention. Et puis, un jour, quand je suis allé me mirer, j'ai remarqué que j'avais déjà des boursouflures un peu partout sur le corps. Et c'est parti de là. Et bon, compte tenu que j'étais dans la dépression, je mangeais beaucoup. Est-ce que vous pensiez que vous mangiez aussi pour oublier certaines choses, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait le changement de régime alimentaire, le déracinement, la dépression. Vous avez pris du poids. Si je vous demande aujourd'hui combien vous pesez, vous pouvez me répondre ou c'est quelque chose de compliqué ? Non, je peux répondre. Je pèse 174 kilos, 175 kilos pour 1m74. Est-ce que ça a des conséquences sur votre santé ? Je veux dire par là, est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous êtes essoufflé ? Est-ce que vous sentez, par exemple, quand vous marchez, que vous avez mal aux articulations ? Est-ce que vous avez tout ce genre de choses ? Oui, énormément. Par exemple, lorsque je m'assois, j'ai les pieds qui gonflent au bout de quelques minutes et puis qui noircissent. Bon, ensuite, quand je ne peux pas, par exemple, me tenir debout 10 minutes. Quand je me tiens debout, j'ai très mal dans le bas du dos et c'est une douleur qui me coupe même parfois le souffle. Je suis obligé de m'asseoir. Alors là, vous parlez du corps, de ce qu'on perçoit physiquement. Est-ce que vous avez fait des contrôles sur votre contrôle du diabète ou contrôle de l'hypertension artérielle, par exemple ? Oui, il y a de cela, je dois dire 3 ans, j'ai été faire un bilan. Oui. Je n'avais pas eu, disons, on ne m'avait pas détecté du diabète ou la tension. D'accord. Donc là, de ce côté-là, en tout cas, ça va. Vous avez des questions à poser à notre spécialiste qui vous écoute. Je vous en prie, Alain, allez-y. Oui, je voudrais demander, alors, qu'est-ce qui fait, est-ce toujours du fait de l'obésité que quand je m'assois, les pieds gonflent et noircissent? Ça, c'est ma première question. La deuxième, pourquoi est-ce que à chaque fois je suis plus fatigué au moment de me réveiller que au moment de me coucher? Bon, ça c'est
la deuxième. La troisième, je voudrais savoir, est-ce que, étant donné que j'ai pris la résolution actuellement de perdre environ 80 kilos d'ici la fin d'année, est-ce possible? Est-ce que c'est raisonnable? 80 kilos d'ici la fin de l'année, vous imaginez ce que ça fait? Non, mais c'est absolument, excusez-moi, je suis pas médecin, mais 80 kilos, vous imaginez, c'est absolument colossal. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'est-ce que vous imaginez pour perdre 80 kilos en 6 mois? Qu'est-ce que vous imaginez? Je voudrais m'inscrire dans un gymnase et puis essayer de contrôler mon alimentation. D'accord. Et vous voulez faire ça tout seul ou vous voulez faire ça avec l'aide d'un médecin? Effectivement que je vais faire avec l'aide d'un médecin. D'accord. Je dois d'abord aller demander des conseils médicaux. Je comprends bien. Donc il y a deux choses. Il y a sur des symptômes physiques et visibles une question, et l'autre sur ces résolutions. Comme vous dites, c'est vrai que la décision aussi, c'est quelque chose d'important quand on se sent prêt moralement à changer. Professeur Tchernikov, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Alain? Oui, bonjour Alain, merci pour votre question. Alors moi je vois plusieurs choses. La première, c'est ce qui vous a amené à prendre du poids. Vous avez décrit cet épisode douloureux familial, l'alimentation, l'activité professionnelle, le fait d'arrêter de fumer, etc. Donc il y a eu plein de choses qui vous ont amené vers l'obésité. Et puis la deuxième chose, c'est cette maladie chronique dans laquelle vous êtes maintenant, qui est cette obésité vraiment importante. Vous dites que vous faites 175 kilos. Et qui a l'air de retentir sur votre état de santé. Donc, on peut se poser plusieurs questions, mais c'est difficile toujours sans examiner bien sûr les patients. Et là, on est uniquement à la radio, mais ce que vous décrivez, ça peut être des œdèmes des membres inférieurs, et le fait que la peau noircisse, ça s'appelle la dermite ocre. C'est le fait que la peau devienne un peu cartonnée au cours du temps. Et effectivement, il faudrait faire plusieurs choses, faire une prise de sang pour vérifier la créatinine, donc pour être sûr que vous n'avez pas une maladie rénale chronique, pour calculer le débit de filtration glomérulaire. Et puis, ce serait important qu'on vous prenne la tension artérielle et qu'on recherche du diabète. Tout ça, ça peut peut-être expliquer une partie des symptômes que vous décrivez. La deuxième chose, vous êtes fatigué en vous réveillant. Et en fait, ça peut être un des symptômes de ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et ça peut se confirmer par un examen qu'on appelle une polygraphie ventilatoire, c'est-à-dire qu'on vous met des petits capteurs au niveau de la poitrine et au niveau du cou. Vous dormez chez vous ou à l'hôpital, ça dépend un peu des organisations des systèmes de santé, et ça permet de voir s'il y a cette apnée du sommeil. Ça, c'est très important parce que cette apnée du sommeil, il y a des traitements, et c'est quelque chose qui peut vous épuiser au quotidien. Donc, il faut absolument le prendre en charge. Effectivement, une façon de le prendre en charge, c'est de perdre du poids. Vous décrivez une perte de poids et un objectif de à peu près 12 kilos par mois. Donc, c'est évidemment complètement inenvisageable et pas raisonnable d'avoir ça comme objectif. Il faut faire des changements alimentaires simples que vous pouvez commencer à mettre en place en rééquilibrant un peu votre assiette et en ayant une vigilance sur les apports en matières grasses, notamment sur les huiles que vous pouvez ajouter dans la préparation de vos repas. Donc Alain, la première chose, c'est vraiment d'aller consulter, parce qu'on a entendu avec tout ce que vient de dire le médecin, c'est vraiment une approche globale. On vous entend aussi dire que vous avez pris votre décision, ce qui est une très bonne chose. Il faut pas du tout vous dire non, c'est pas possible. Au contraire, mais il faut aller voir un médecin pour parler de tous les différents paramètres. Et puis vous lancez pas du jour au lendemain dans un club de gym à courir comme un fou, parce qu'il y aura plus de mal que de bien. Puis vous allez très vite vous rendre compte que c'est juste pas possible. Il faut aller aussi à votre rythme. Et vous risquez de vous blesser. Voilà. Donc voilà, très très bonne journée Alain, bon courage pour tous ces projets. On a essayé de joindre Mohamed, mais la ligne est très très mauvaise. Il voulait nous parler de ses sœurs. Il a 2 sœurs jumelles. Il est à Douala au Cameroun. Elles ont 59 ans. Des sœurs qui pèsent chacune plus de 100 kilos. Il avait envie de parler de leur situation. Je sais pas si ce sont elles qui ont envie de perdre du poids ou c'est lui, le grand frère, qui s'inquiète pour leur état. En tout cas, ce qu'il explique, c'est qu'elles ont toutes les deux des problèmes de goutte, des problèmes d'arthrose, donc des maladies rhumatismales, professeur Tchernikov, et il se demande si dans leur cas, il y avait des chirurgies de l'obésité. Il voulait avoir des renseignements sur ces chirurgies de l'obésité. Je pense que la première chose à dire, déjà, c'est un traitement de l'obésité, c'est du fait de la personne et pas de l'entourage.
Oui, vous avez complètement raison de dire ça. Et puis par ailleurs, ce qui est décrit effectivement dans le petit mémo qu'on a à notre disposition, c'est que on a l'impression qu'elles ont une obésité vraiment très sévère. Ce sont des jumelles. Il nous dit aussi que personne dans la famille n'est atteint d'obésité. Et on pourrait, alors c'est vraiment difficile sans avoir le carnet de santé et les courbes de croissance d'évolution de l'indice de masse corporelle depuis la naissance, bien sûr. On a très peu d'informations, mais on pourrait se poser la question d'une obésité d'origine génétique. Il existe aujourd'hui des tests génétiques qui permettent de faire cette recherche. Donc, peut-être que c'est quelque chose d'intéressant du point de vue du diagnostic pour lui et sa famille d'avoir accès à ça. On nous explique aussi dans ce petit mémo qu'elles utilisent des tisanes pour maigrir. Alors je me permets une petite vigilance. On connaît peu la composition de ces tisanes, mais certaines peuvent être très dangereuses pour les reins et conduire à l'insuffisance rénale terminale et à la dialyse. Donc il faut faire vraiment très attention à ces tisanes diurétiques. Il y a eu des histoires dans certains pays, notamment en Belgique, où on a vu des patients utiliser des tisanes qui étaient importées d'un autre pays et qui ont conduit des femmes qui étaient relativement en bonne santé à se retrouver dialysées. Donc voilà, vigilance. Et bon courage à vous. Et par rapport à ça, ces tisanes, tous ces produits miracles qu'on vante avec ces objectifs de perte du poids. On a Isabelle à Libreville, elle dit qu'elle pèse 120 kilos, 1m69 et elle demande comment perdre 5 kilos par trimestre, comment ne pas les récupérer. Comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant que médecin spécialiste, quand on vient vous dire, voilà, mon objectif, c'est ça, c'est ça? Est-ce que vous découragez? Est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous proposez autre chose? La première partie, c'est vraiment d'évaluer, en fait, les apports alimentaires et le comportement alimentaire des patients et son niveau d'activité physique. Vous voyez quelqu'un qui a des apports réguliers au moment des repas, mais qui mange un peu trop au moment des repas, mais qui ne grignote pas, ça n'est pas du tout la même situation clinique, médicale, de quelqu'un qui va sauter des repas, mais qui en revanche va grignoter toute la journée. Donc vous voyez qu'on peut pas avoir des conseils qui sont complètement plaqués pour toute la population, alors que c'est un exercice de la pratique diététique, de la pratique médicale, qui va être vraiment personnalisé. En revanche, ce qu'on sait, c'est que un rythme de perte de poids de l'ordre de 1 ou 2 kilos par mois de manière progressive, régulière au cours du temps, c'est raisonnable et ça permet de lisser les efforts au cours du temps plutôt que de se dire, comme nous disait Alain juste avant, on va perdre 80 kilos en 6 mois, ça n'a aucun sens parce que probablement il va avoir du mal à le faire, mais surtout il risque d'en reprendre 110 dans l'année qui suit. Le cerveau est très rancunier pour ça. Non, c'est l'effet yo-yo. On a Gilles de Cotonou, là aussi on n'arrive pas à le joindre. Il fait 98 kilos pour 1m68. Et lui, il se rend compte aussi que il a une très très grande fatigue, il a des vertiges, il ronfle énormément. Il a même dit que ses propres ronflements le réveillaient, donc c'est pour dire. Et il n'arrive pas à perdre du poids. Il marche 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Il se demande si consommer des aliments riches en protéines comme la viande, ça peut conduire à l'obésité. Il se demande pourquoi il dort mal en étant en situation d'obésité. Est-ce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure par rapport à l'apnée du sommeil, mais quelqu'un qui dit je ne comprends pas, je marche pratiquement 1 heure par jour, je ne perds pas de poids. Vous répondez quoi à ce genre de questions? Et en fait, la marche à vitesse lente, ça n'est pas un moyen de maigrir. L'activité physique, elle a plein de bénéfices. Donc déjà, ce que nous décrit Gilles de Cotonou, c'est qu'il a une activité physique. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Il n'est pas sédentaire. Il va marcher tous les jours. Donc il entretient sa respiration, il entretient son cœur, donc il évite d'avoir ce qu'on appelle le déconditionnement à l'effort. Donc ça, c'est vraiment un très bel effort. Il faut absolument continuer. Ça a plein de bénéfices, notamment articulaires, notamment sur le moral. En revanche, si le sujet c'est est-ce que je vais maigrir avec un niveau d'activité physique faible comme une marche, un peu marche balade, non, c'est vraiment quasiment impossible de maigrir comme ça. Il va falloir combiner d'autres choses, un peu d'activité physique à des niveaux d'intensité un peu plus élevés,
un peu plus fractionné, mais surtout, peut-être aussi chez Gilles, dépister l'apnée du sommeil, puisque les ronflements, comme la fatigue du matin, comme l'endormissement au cours de la journée, c'est ce qu'on appelle des signes fonctionnels ou des signes cliniques de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et on part tout de suite pour le Togo. RFI à Douala. Et en ligne avec nous, docteur David Kodjo-Kossi, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, bonjour professeur. Alors vous êtes endocrinologue, diabétologue, nutritionniste au CHU Sylvanus Olympio à Lomé, également directeur médical du Centre associatif d'éducation thérapeutique du diabète et de l'obésité. Chez vous, au Togo, qu'est-ce qu'on sait du profil des personnes en situation d'obésité ? Oui, au Togo, selon la dernière enquête STEPS OMS que nous avions fait en 2021, on avait retrouvé une prévalence des personnes en situation d'obésité de 15 à 64 ans de 11,7%, donc presque 12 personnes sur 100 en situation d'obésité, et presque 19,1% de personnes étaient en surpoids. Et ce qu'il faut remarquer, oui. Ce qu'il faut remarquer, c'est... Oui. Excusez-moi, il y a des coupures. Est-ce que vous avez un ratio homme-femme sur ces personnes en situation d'obésité ? Oui, chez ces personnes, on avait une prévalence de 18% chez les femmes contre 5,3% chez les hommes. Vous voyez, c'est beaucoup plus marqué chez les femmes. Est-ce que du côté de l'alimentation, il y a des habitudes qui favorisent particulièrement la prise de poids ? Effectivement, notre alimentation, il faut le dire, elle est très calorique. Vous savez qu'on consomme beaucoup de grosses quantités de féculents, que ce soit au petit déjeuner avec des petits déjeuners très sucrés, et les dîners où nous consommons beaucoup de céréales et de féculents, et tubercules et tout. Et aujourd'hui, il y a ce mode de fast-food qui est très alarmant, avec la consommation aussi des jeunes de beaucoup de boissons énergisantes, les boissons énergisantes, les jus de fruits industriels qui sont assez consommés, et même même une consommation importante de fruits. Donc tous ces éléments-là associés à l'alcool, à la... On vous a perdu, docteur David Kodjo-Kossi. On voit si on réussit à vous retrouver. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Non, on vous a perdu. J'ai une question d'Alexandre de Kinshasa. Je me tourne vers mon invité en studio, professeur Sébastien Tchernikov, qui demande si la consommation de boissons alcoolisées, c'est un signe de prédisposition à l'obésité. Alors là, on est sur la causalité ou la conséquence. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Non, alors prédisposition au sens génétique, non, bien sûr. En revanche, pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue au Togo, clairement, les boissons sucrées, les boissons énergisantes, l'alcool, les jus de fruits, c'est des choses qui sont non essentielles à la vie, et donc c'est des sources de calories liquides qui sont des zones de danger absolu sur la prise de poids. Donc ça fait grossir, tout simplement. Ça fait grossir. Ça doit être très ponctuel. Docteur Kodjo-Kossi, on vous a retrouvé en ligne. Aujourd'hui, il nous reste assez peu de temps en fait pour échanger. Aujourd'hui, quand on est au Togo, on prend en charge comment l'obésité ? J'ai pas compris. Je demandais en termes de prise en charge, qu'est-ce que vous proposez à vos patients dans votre hôpital au CHU Sylvanus Olympio ? Ok, par rapport à la prise en charge, ce que nous faisons, c'est les mesures classiques. C'est d'abord rééquilibrer l'alimentation, donc et aider les gens à prendre en compte les sensations alimentaires, c'est-à-dire que avoir faim avant de manger, et quand je mange, quand je suis rassasié, arrêter de manger. Donc ça permet d'éviter un peu les grignotages, et ça permet aussi de réduire les quantités d'aliments consommés. Donc si les patients arrivent à perdre au moins 500 kilocalories par jour, ça aide.
nous conseillons l'activité physique. Nous travaillons beaucoup sur l'activité physique aussi. Et dans des cas où nous n'arrivions pas avec ces mesures basiques à aider à perdre du poids, donc on conseille ou on prescrit des médicaments classiques de l'obésité aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont pas accessibles à tout le monde parce qu'ils sont très chers. Et autre chose aussi, nous essayons de voir tous les autres aspects de l'obésité. Par exemple, vous en parliez tout à l'heure, s'il y a dépister les apnées du sommeil et les traiter, donc aider les patients à pouvoir mieux dormir. Il y a l'aspect aussi le mental, donc voir avec les psychiatres et les psychologues pour que les gens puissent avoir un mieux-être et donc ceci avec un suivi nutritionnel ou un suivi médical assez régulier. Parce que les patients, quand ils viennent le plus souvent, c'est le miracle dans la perte de poids. On veut perdre rapidement, ils n'ont pas de patience et après on les perd de vue. Oui, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les auditeurs. Un grand merci à vous, docteur David Kojokossi. Nos excuses pour les problèmes techniques totalement indépendants de notre volonté. Professeur Sébastien Tchernikov, il y a un aspect qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans cette émission. Pourtant, il est très, très important. C'est l'image de la maladie. Est-ce que ça change le regard sur l'obésité ou est-ce qu'il y a toujours cette grande part de jugement ? Non, je crois que l'image est en train de changer. Bien sûr, il y a des variations suivant les pays et suivant la culture du pays. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, au-delà du sujet de l'image et de sa représentation qui est culturelle et qu'on respecte absolument, le sujet, c'est vraiment le retentissement médical de cette obésité. Il faut vraiment se rappeler que le patient vient en consultation parce qu'il est inquiet pour un problème de santé donné. Il vient pas pour des raisons d'esthétisme en général. Donc, il vient parce qu'il demande de l'aide. Et ça veut dire qu'il y a vraiment, non pas forcément un déclic, mais une prise de conscience qui va vers l'amélioration globale de la santé et qui doit pas être focalisée exclusivement sur le poids. Exactement, et c'est vraiment ce que ces recommandations ont permis de mettre en avant, c'est que finalement le patient qui vient, il vient parce qu'il a une gêne, il est essoufflé, il a une douleur articulaire, il n'arrive pas à jouer avec ses enfants dans le jardin parce qu'il n'arrive pas à les rattraper. Donc c'est souvent des points très précis qui amènent quelqu'un à être un déclencheur, un élément déclencheur de la consultation, et qui va peut-être aussi être un élément motivationnel, parce qu'il faut bien le souligner, c'est difficile de perdre du poids et il faut se faire aider par des équipes pluridisciplinaires, diététiciens, activité physique, psychologue, médecin, chirurgien. C'est toute une équipe qui va se mettre autour du patient avec l'équipe infirmière qui va être engagée dans le processus en lien avec le médecin traitant. Ça veut dire que c'est non seulement du soin, mais c'est aussi de l'accompagnement. Un grand merci pour toutes vos réponses. C'était extrêmement clair. Professeur Sébastien Tchernikov, et on l'espère à très bientôt dans Priorité Santé. Merci à vous. Priorité Santé. Le sport constitue probablement la meilleure détente pour quelqu'un qui est surmené. Le sommeil de l'homme, c'est son bien le plus précieux. Sur RFI. Des plats non seulement exquis, mais capables d'affermir la santé et par suite le bonheur. Bien manger, faire du sport et bien dormir, c'est ça le secret d'une santé au top. Et c'est le moment de parler activité physique dans Priorité Santé, également de chaleur, d'hydratation. Pour ça, on retrouve notre spécialiste, le docteur Jean-Marc Sen. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Caroline. Médecin du sport. Alors cette question, quand il fait chaud, beaucoup de nos auditeurs se demandent, est-ce qu'il faut continuer à faire du sport pour éviter bien sûr les malaises, les étourdissements ou même des nausées pendant l'effort? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces auditeurs? Mais effectivement, Caroline, c'est un sujet qui est absolument essentiel, surtout dans les pays chauds ou pendant les périodes de forte chaleur. Il faut le dire, d'emblée, le sport n'est pas dangereux en soi, mais mal géré sous la chaleur, il peut vraiment le devenir. Alors, quand on fait un effort, il faut savoir qu'on produit de la chaleur pour se refroidir et on va transpirer pour évacuer cette chaleur. Alors, le problème, c'est pas le fait qu'il fasse chaud
c'est le fait surtout qu'on se déshydrate rapidement, parfois même sans s'en rendre compte. Et si on compense pas correctement, eh bien effectivement, ça peut aller vers un malaise, on peut même aller vers ce qu'on appelle le coup de chaleur. Alors les premiers signaux d'alerte quand on fait du sport sous la chaleur, il y en a plusieurs. On ne doit pas les ignorer, évidemment, c'est la fatigue inhabituelle, l'étourdissement, des maux de tête, des sensations de faiblesse, quelquefois des nausées, et quelquefois on a une impression de plus pouvoir tenir debout, on a vraiment une instabilité, et ça, ce sont des signes de surchauffe et de déshydratation. Et dans ce cas-là, on s'arrête immédiatement et on se met à l'ombre et on s'hydrate surtout. Alors, docteur Sen, on peut entendre qu'il faut beaucoup boire pendant l'effort. Pourtant, certains auditeurs expliquent que quand ils font ça, eh bien, ils ont la nausée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur expliquer ? Ils ont tout à fait raison de le signaler parce que quand on boit trop vite ou en grande quantité, d'un seul coup, eh bien, on peut provoquer des nausées, des ballonnements, voire des vomissements. La bonne règle, c'est de boire régulièrement en petites gorgées sans attendre d'avoir soif. Alors, en pratique, on commence à boire avant l'effort, puis 2 à 3 gorgées toutes les 10-15 minutes pendant l'activité, et puis on continue après, même si l'effort est terminé. Quand il fait chaud ou que l'effort dure longtemps, une boisson légèrement salée ou enrichie en minéraux est souvent mieux tolérée que l'eau seule. Vous connaissez ma fameuse recette où on mélange du jus de fruits avec de l'eau salée. Sucré-salé, où là c'est parfait pour l'effort. Et il faut aussi adapter sa pratique quand il fait chaud. Sous les fortes chaleurs, il vaut mieux privilégier des efforts d'intensité modérée, une marche active, faire du vélo tranquillement, un renforcement musculaire ou de la natation quand c'est possible. Et il faut évidemment éviter les longues courses ou les efforts très intenses ou prolongés qui sont, eux, plus risqués. Autre point essentiel, c'est le moment de la journée. On privilégie tôt le matin ou en soirée et on évite absolument l'effort en plein soleil, surtout entre midi et 16h. Alors, si j'ai bien compris, le message à faire passer, c'est pas arrêter le sport, mais plutôt adaptez-le. Exactement, Caroline. Le sport reste bénéfique, même par temps chaud, à condition d'être à l'écoute de son corps. Il faut accepter de réduire la durée, l'intensité, de faire plus de pauses et de porter des vêtements légers et respirants. Et je terminerai par un message simple. Sous la chaleur, le courage, c'est pas de continuer à tout prix, mais de savoir s'arrêter à temps. Bouger, oui. Se mettre en danger, non. J'aime beaucoup votre slogan. Merci beaucoup, Dr Sen. On a bien compris, l'activité physique, c'est possible quand il fait chaud, mais on s'adapte, on boit suffisamment et on s'écoute, on écoute son corps. On se retrouve très bientôt, Dr Sen, dans Priorité Santé. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassène, Talimpo, Louise Calédec, avec à la réalisation Victor Hull et Thierry Le Saint. Demain, vous pourrez poser toutes vos questions à la sexologue de l'émission Noël Caillard. 50 minutes en direct, avec comme thème du jour les tabous dans la sexualité. On se donne rendez-vous, bien sûr. Vous connaissez l'horaire, c'est 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.